Bonjour. Hannah Arendt, Les origines du totalitarisme, tome 2, l'impérialisme, première partie. L'impérialisme est né du colonialisme et a pour cause l'inadéquation du système de l'État-nation aux évolutions économiques et industrielles. Nouvelle version de la politique de puissance. Enjeu d'une rivalité acharnée entre les superpuissances. Substituée à des objectifs d'intérêt national, la recherche illimitée de toujours plus de puissance. Ce livre traite de l'impérialisme colonial européen qui a pris fin avec la liquidation de la domination britannique en Inde. Histoire de la désintégration de l'État-nation. Avant l'ère impérialiste, ce qu'on appelle une politique mondiale n'existait pas. Sans elle, la prétention totalitaire à la domination de la Terre n'aurait eu aucun sens. Le domaine des affaires étrangères devenu affaires planétaires. L'impérialisme, étape préparatoire des catastrophes à venir. L'événement majeur de l'ère impérialiste fut l'émancipation politique de la bourgeoisie. La bourgeoisie s'est développée en même temps que l'État-nation. C'est seulement au moment où la structure de l'État-nation se révéla impropre à permettre à l'économie capitaliste de poursuivre son expansion que l'État et la société passèrent du conflit latent à la guerre ouverte pour le pouvoir. Les choses changèrent lorsque la bourgeoisie allemande décida de tout miser sur le mouvement hitlérien et chercha à gouverner. L'expansion en tant que but politique permanent et suprême est l'idée politique centrale de l'impérialisme. Partout où l'État-nation s'est posé en conquérant, il a fait naître une conscience nationale et un désir de souveraineté chez les peuples conquis. Les Britanniques tentèrent d'échapper à la dangereuse incohérence inhérente à l'effort d'une nation pour se doter d'un empire, en laissant les peuples conquis livrés à eux-mêmes, tant qu'il s'agissait de culture, de religion et de droit, en demeurant à distance et en s'interdisant de répandre la loi et la culture britannique. Impérialisme ne signifie pas construction de l'empire, et expansion ne signifie pas conquête. L'impérialisme présente cette caractéristique que les institutions nationales y demeurent distinctes de l'administration coloniale, tout en ayant le pouvoir d'exercer un contrôle sur celle-ci. Curieux mélange d'arrogance et de respect. L'impérialisme doit sa seule grandeur à la défaite qu'il a infligée à la nation. Les impérialistes connaissent bien mieux les conditions modernes du gouvernement des peuples assujettis. Les méthodes françaises se sont toujours efforcées de concilier les aspirations nationales et l'édification d'un pays. Les impérialistes souhaitent une expansion du pouvoir politique sans que soit institué un corps politique. Placer le capital qu'on ne peut plus investir avec profit dans le marché intérieur. Les financiers juifs internationaux semblent tout désigner pour ces affaires possédant une dimension internationale. Les gouvernements eux-mêmes préfèrent les financiers juifs qu'ils connaissent bien aux nouveaux venus dans la finance internationale, dont beaucoup sont des aventuriers. Les financiers ne disposent pas d'un pouvoir suffisant pour garantir les risques. Seul le pouvoir matériel de l'État peut le faire. Les investissements à l'étranger devinrent l'un des aspects caractéristiques de tous les systèmes économiques. Le concept impérialiste d'expansion est une fin en soi et non un moyen temporaire. Les agents de la violence appointés par l'État se mirent à exercer une influence considérable sur le corps politique de celle-ci. Le pouvoir est l'essence de toute structure politique. Le pouvoir a toujours été l'expression visible de l'autorité.
mais jamais l'enjeu ultime d'une politique définie. Le pouvoir livré à lui-même engendre encore plus de pouvoir. Sa suite logique est la destruction de toutes les communautés humaines. L'accumulation de la violence fit de ses serviteurs les agents actifs de la destruction. Le pouvoir devint l'essence de l'action politique lorsqu'il fut séparé de la communauté qu'il était supposé servir. L'impérialisme doit être compris comme domination politique de la bourgeoisie et non comme stade ultime du capitalisme. Les champions du pouvoir s'accordent avec la philosophie de Hobbes. Dans son Léviathan, l'État se fonde sur les intérêts individuels, de sorte que l'intérêt privé est le même que l'intérêt public. Portrait complet du bourgeois. La raison n'est rien d'autre que le calcul. L'homme est essentiellement une fonction de la société et sera jugé selon sa valeur ou sa fortune. Son prix, la somme correspondante à l'usage de son pouvoir. Son prix est constamment évalué par la société, l'estime des autres variant selon la loi de l'offre et de la demande. Pour Hobbes, le pouvoir est le contrôle accumulé. Dans la lutte pour le pouvoir, Hobbes souligne que tous les hommes sont égaux. Chaque homme a par nature assez de pouvoir. La ruse peut compenser la faiblesse. La raison d'être de l'État est le besoin de sécurité éprouvé par l'individu qui se sent menacé par tous ses semblables. Pour Hobbes, la solidarité est une affaire temporaire et limitée et ne modifie pas le caractère solitaire et privé de l'individu. Hobbes a pour souci la structure politique et décrit les aspects de l'homme selon les besoins du Léviathan. L'homme est un être qui désire pouvoir après pouvoir. La République a pour fondement la délégation du pouvoir et non des droits. Elle a le monopole de l'assassinat et offre en retour une garantie contre le risque d'être assassiné. La sécurité est assurée par la loi, émanation du monopole du pouvoir. L'individu se manifeste sous l'apparence de la nécessité. Le pouvoir est le moyen d'arriver à une fin. Hobbes s'appuie sur la théorie de l'état de nature, la guerre perpétuelle de tous contre tous. Hobbes a fait du pouvoir le moteur de toutes choses humaines. Une philosophie du pouvoir devint la philosophie de l'élite, qui découvrit que la soif du pouvoir ne saurait être étanchée que par la destruction. Le nihilisme remplace la croyance superstitieuse du progrès. L'accumulation de capital a donné naissance à la bourgeoisie. La forme de possession la plus radicale est la destruction, car seules les choses que nous avons détruites sont nôtres. Hobbes fut le véritable philosophe de la bourgeoisie, car il avait compris que seule la prise de pouvoir politique peut garantir l'acquisition de la richesse, conçue comme processus perpétuel. Le processus d'accumulation détruisant les limites territoriales existantes. La machine à accumuler le pouvoir a encore besoin d'une proie à dévorer dans son fonctionnement perpétuel, puis se détruire lui-même. Le pillage pur et simple a permis l'accumulation du capital. Karl Marx. La réaction à la saturation du marché intérieur fut l'exportation de capital. Les investissements étrangers rapportant plus que les investissements intérieurs. Les petits épargnants perdirent gros dans le scandale de Panama en France et le Gründungsschwindel allemand. Les détenteurs du gros capital superflu restèrent bientôt seuls. Ils demandèrent au gouvernement de protéger leurs investissements, tradition de la société bourgeoise, à ne voir dans les institutions politiques qu'un instrument destiné à protéger la propriété individuelle. L'expansion représente une planche de salut pour le capital superflu. L'Afrique du Sud, par ironie, berceau de l'impérialisme, après l'ouverture du canal de Suez. Soudain, attrait alors qu'elle avait perdu toute valeur. Gisement de diamants et mines d'or découvertes entre 1870 et 1880. L'impérialisme commença son extraordinaire carrière en produisant le superflu.
indifférence méprisante des politiciens impérialistes à l'égard des questions intérieures, particulièrement en Angleterre. L'administration croyait que le génie particulier d'une nation ne se dévoile jamais plus clairement que dans sa manière de traiter les races assujetties. L'expansion régénéra le nationalisme et fut accueillie comme un instrument de la politique nationale. Le racisme peut conduire le monde occidental à sa perte et par suite la civilisation humaine tout entière. La pensée raciale est profondément ancrée historiquement. Le racisme, principale arme idéologique des politiques impérialistes. Confusion entre le racisme et une sorte de nationalisme exacerbé. Le racisme détruit le corps politique de la nation. Compétition entre la pensée raciale et la pensée de classe, une race d'aristocrates contre une nation de citoyens. Époque où l'on admirait les peintures chinoises et les récits de voyage, et que la culture favorite de la société était les lettres persanes. Honnêteté et simplicité des peuples sauvages et non civilisés, on opposait la sophistication et la frivolité de la culture. Enthousiasme qui culmine dans la fraternité, germe qui devait plus tard devenir la capacité du racisme à détruire les nations et à annihiler l'humanité. Le comte de Boulainvilliers, noble français du XVIIIe siècle, niait tout lien prédestiné avec le sol. Il reconnaissait que les Gaulois étaient en France depuis plus longtemps que les Francs, des étrangers et des barbares. Sa doctrine se fondait exclusivement sur le droit éternel de la conquête. Influence de la doctrine, la force fait droit. Disciple de Spinoza, il traduisit l'éthique et analysa le traité théologico-politique. Selon son interprétation, la force devenait conquête et la conquête agissait comme jugement. Attaque contre l'Église chrétienne. La théorie fonde le droit des peuples sur une action historique. Influence sur l'aristocratie comme le comte Dubuat-Nançay qui souhaitait voir se resserrer plus encore les liens de la noblesse française avec ses frères du continent. Il appelait de ses vœux la création d'une sorte d'internationale de l'aristocratie barbare. Pour lui, la véritable origine de la nation française était supposée identique à celle des Allemands. Le peuple français était libre par affranchissement, par la grâce de ceux qui étaient nés libres, les nobles. Fin de la première partie.